Ok, c'est tout bon. Bon, on va continuer. On est sur une belle lancée depuis ce matin, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça va être un petit peu long la journée, puis il y a la soirée de gala, donc il faut être un petit peu en forme pour ce soir, puis on remet le couvert demain. Alors, à Belfort, ils ont le roi Lion, mais ils ont aussi le roi Lolo, Laurent Fèvre, qui est l'organisateur phare de ce congrès. Puis heureusement qu'il est là, bien évidemment. Il n'était pas tout seul, hein, il a été très entouré par son équipe paramédicale et médicale, mais c'est lui qui a été voilà, le grand fervent, en tout cas, de ce qui s'est passé jusqu'à présent et pendant les 2 jours au niveau de Belfort. Donc le sujet a été rappelé hein, concernant la lecture médicale. Alors je me suis concentré sur les dernières années, les 2-3 dernières années, et puis finalement ce qui changeait dans nos pratiques. Alors j'ai pris des thématiques que je connais un petit peu, hein, ce qui était un petit peu plus facile, et puis j'ai regardé les référentiels, voilà, pour savoir si par rapport aux référentiels ça avait évolué, ou au contraire, est-ce qu'il faut upgrader un petit peu les référentiels. Alors j'ai pris la thématique hein, que je connais bien avec l'éthique, ce sont les critères d'initiation de l'épuration extra-rénale en réanimation. Peut-on se permettre d'attendre? On avait fait un édito à l'époque, c'était en 2015, et puis ça nous avait posé beaucoup de questions, j'avais beaucoup réfléchi. À l'époque, j'avais un peu plus de cheveux que maintenant, et puis ça nous avait aidé à réfléchir parce qu'on avait un papier qui était sorti dans la littérature, papier de Carvelas en 2011 dans Critical Care, qui montrait que finalement, de dialyser précocement des malades graves de réanimation, ça diminuait la mortalité. Donc ça a été le point de départ, en tout cas, de toutes les autres études, et notamment une des études qu'on a publiées dans le New England. Alors pour reprendre ce qui avait été dit dans un édito hein, suite à ces études sur l'épuration extra-rénale, wait and see, c'est probablement en tout cas l'attitude à avoir hein, en réanimation, sauf dans certaines situations que vous connaissez bien, les situations d'hypercalémie, d'OAP réfractaire, des circonstances d'acidose métabolique sévère réfractaire, donc ce sont des indications qui restent des indications d'urgence. Et puis on a des indications sans insuffisance rénale aiguë, même si ça paraît paradoxal de dialyser les malades, mais notamment pour les intoxications. Alors on a quand même beaucoup d'intoxications, notamment à la metformine, et la dialyse marche très très bien. Voilà, hormis ces situations d'urgence hein, pour lesquelles c'est plus discuté ou ça n'a jamais été discuté, on a 5 grandes études voilà, qui sont proposées ici. Alors, je vous ai mis les critères d'inclusion. Ce sont essentiellement des sepsis sévères, choc septique, donc des patients sous catécholamine la plupart, ventilés majoritairement, essentiellement des patients médicaux, si ce n'est l'étude Elaine, qui est une étude monocentrique allemande chez les patients de chirurgie, notamment de chirurgie cardiaque, et des patients pour lesquels on se posait la question de savoir si ça fallait dialyser précocement ou plutôt tardivement en fonction du CADIGO, hein, qui est la classification pour l'insuffisance rénale. CADIGO 2, 3, habituellement, on commence à se poser des questions à CADIGO 3 à partir du moment où la créate est à 3 fois la valeur de base, ou si le patient a une oligurie à moins de 0,5 ou 0,3 ml/kg/h, voire une anurie. Donc voilà, les 5 études sont à peu près similaires, sauf l'étude Elaine, mais je vais en reparler, concernant ce timing précoce, donc souvent dans les 6 à 12 heures, et tardif, on avait différents critères. Alors, je vous les ai résumés sous cette forme, avec un nombre de patients inclus qui est un peu différent en fonction des études. Et puis regardez surtout la mortalité. Et dans toutes les études, il y a une absence de différence de mortalité, sauf l'étude d'Elaine, très particulière, qui a posé beaucoup de questions, notamment sur le plan éthique, puisque c'était des patients qui étaient en OAP, en post-chirurgie, notamment cardiaque, et les auteurs randomisaient les malades pour savoir si on les dialysait précocement versus tardivement. On ne sait pas que les malades sont moins morts avec la dialyse, c'est surtout qu'il y a une surmortalité des patients pour lesquels on a attendu. Et là, ça a fait quand même couler beaucoup d'encre au niveau international. C'est-à-dire, malheureusement, on a sacrifié quelques malades au prix de cette étude, qui est encore une fois une étude multicentrique. Bon, je l'ai quand même mis là parce que c'est important de se poser ces questions-là quand on fait de la recherche, de ne pas faire tout et n'importe quoi en termes de recherche, notamment quand on inclut des malades. Alors, ce qui a fait que les études ou ces études ont été publiées en grande revue, alors j'ai fait les grandes revues habituelles à New England, Lancet, JAMA, pour vous présenter les résultats. Et ce qui a fait que ces études ont été publiées en ces grandes revues, c'était surtout qu'on évitait d'épurer des malades. Bon, c'est quand même important, quand on a à mettre une circulation extracorporelle, quand on a à mettre un cathé de dialyse, quand on a à faire passer du sang sur un filtre, on sait qu'on va accentuer probablement l'inflammation, on sait qu'on aura des problèmes de régulation, notamment hydroélectrolytique.
avec des conséquences pour le malade. Donc on sait, d'après ces études, on va pouvoir éviter un certain nombre de dialyses. Donc ça va 5%, donc c'est l'étude Elaine, mais vous avez compris qu'effectivement c'est des malades qui auraient dû dialyser. Et je crois qu'on atteint quasiment 50% dans la première étude Akiki. Donc vous voyez, on ne diminue pas la mortalité en attendant, entre guillemets, mais on évite un certain nombre de dialyses. Quand vous évitez quasiment 50% d'épuration extra chez vos malades, c'est quand même très intéressant. Alors bien évidemment, ça n'a pas été fait sans bruit, encore une fois, et notamment les leaders d'opinion se sont mis sur ce sujet, notamment ceux qui travaillent avec l'industrie pour les machines de dialyse, et on a eu beaucoup de critiques qui ont été formulées concernant cette attente. Alors, ce qu'il faut retenir, il faut retenir qu'il faut dialyser en urgence sur les critères que j'ai définis, et je l'ai mis en face de l'étude Elaine, donc ce n'est pas acceptable en tout cas d'attendre de dialyser quand on a un œdème du poumon réfractaire, c'est réfractaire notamment aux diurétiques ou à la baisse de la pression artérielle. Et puis il y a l'étude Akiki 2, dont je pense certains ont participé là aujourd'hui, où on retrouve que les patients finalement, on attend très tardivement, mais c'était encore plus tardif que le tardif. Finalement, quand il y a une urée supérieure à 50 millimoles par litre chez un patient qui a une classification CADIGO 3, qu'une oligurie, voire une anurie, il y a comme une surmortalité. Donc ça, on s'en doutait depuis très longtemps, mais on n'avait pas de chiffre à se mettre sous la dent ou un seuil. Voilà, Akiki 2, qui vient d'être publié, montre effectivement au-delà de 50 chez un patient qui est oligo-anurique, pour lequel on pense effectivement qu'il ne va pas reprendre une diurèse, y compris sur diurétique. C'est une indication de dialyse parce qu'on peut sauver quelques malades. Voilà, donc pour la dialyse, alors ça n'a peut-être pas forcément changé dans vos pratiques. Le dernier référentiel qui avait été fait maintenant date d'une dizaine d'années, donc il n'y avait pas eu de recommandation de fait. Donc là, maintenant, en tout cas, même si je ne représente pas la société savante, on peut probablement en tout cas attendre et voir, bien vérifier qu'il n'y ait pas de critères d'urgence pour dialyser, parce que ça restera toujours un critère pour mettre en route une épuration extra-rénale. Et puis peut-être le plus donné par Akiki 2, c'est le fait qu'après 50 millimoles par litre d'urée, chez un patient pour lequel on pense qu'il ne va pas récupérer, ça vaut le coup quand même de le dialyser. Donc voilà, ça c'était la première thématique. Je vais présenter 7 ou 8 diapositives sur des thématiques qui sont un peu communes. Il y a le contrôle de la température, ça c'est pareil, c'est très compliqué le contrôle de la température. Je pense qu'effectivement, si on se posait la question, on fait sûrement très différemment. Alors je ne vous parle pas des techniques en soi pour lesquelles elles sont probablement également très différentes d'un centre à l'autre. Mais là, c'est surtout l'indication. Donc, on a été agréablement surpris ou non, d'ailleurs, de voir que quand les patients les mettaient en hypothermie, ça permettait de diminuer la mortalité. C'est ce qui avait été montré il y a une vingtaine d'années dans ces deux études, avec pas des gros effectifs, mais bon, ça a permis en tout cas de se dire, bah oui, le froid ou d'être refroidi, ça permet peut-être d'améliorer la fonction cérébrale, ou d'éviter peut-être effectivement qu'il y ait une détérioration de la fonction cérébrale. Et puis on avait cet imaginaire que effectivement quand on tombe dans de l'eau froide, on a peut-être un meilleur pronostic que quand on s'arrête sur un trottoir. Et donc ça fait que tout le monde s'est lancé à faire de l'hypothermie. Alors initialement avec de la glace, avec des tunnels, avec des ventilateurs, puis avec des systèmes de plus en plus perfectionnés. Et puis très rapidement, on s'est aperçu, il y a eu l'étude TTM juste après, du New England de 2012 ou 2013, avec 900 malades qui n'a pas montré grand-chose. Donc en termes d'hypothermie, et puis vous voyez, on comparait 33, 36, c'est un peu les cibles qu'on avait, 32, 34. Voilà. Et puis le travail, et je vais le saluer parce qu'il travaille, Jean-Baptiste Lascarou, dans l'équipe de Jean Régnier. Donc Jean Régnier qui était le dernier auteur du papier Hyperion, qui est paru dans le New England, qui a montré cette fois-ci que les patients avec un rythme non choquable, c'était essentiellement des rythmes choquables, ce qui était compréhensible d'ailleurs pour évaluer le pronostic et prendre ces malades en charge sur le refroidissement, ont diminué cette mortalité. Donc, ce qui a permis effectivement aux auteurs de publier en New England avec un résultat positif chez les patients qui ont un rythme non choquable pour les arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Et puis malheureusement, la suite a donné un petit peu raison à ce qu'avait fait Nielsen avec TTM. Il a reproduit la même chose avec TTM2, avec effectivement beaucoup de malades. Voilà, 367 pour Capital Shield. Et puis il y a aussi la méta-analyse de Fernando, 10 essais randomisés contrôlés, qui montrent effectivement, même en testant différents niveaux de température, c'était une méta-analyse avec beaucoup d'essais randomisés, qui comprenaient d'ailleurs les précédents, 31, 32, 32, 34, 35, 36, finalement il n'y a pas de différence. Donc, que conclure ? Finalement, l'ERC, donc l'European Resuscitation Council, et l'ESIGM, donc la Société européenne de réanimation,
a fait des recommandations qui sont parues, je dirais, une quinzaine de jours ou 3 semaines, et puis là qu'on tranchait finalement par rapport à ces études. Alors on pourra toujours échanger d'ailleurs sur le contrôle de la température, et il recommande, alors des niveaux de preuve qui ne sont jamais bien importants entre guillemets, c'est de dire finalement il ne faut pas refroidir, mais il ne faut surtout pas que les malades augmentent leur température au-delà de 37 degrés ou en 37,2 degrés. Donc plutôt faire un contrôle de la température pour pas que les patients soient hyperthermes et n'aient pas de fièvre. Et puis la manière de faire, il y avait différentes manières qui sont laissées à l'appréciation en tout cas des cliniciens, que ce soit avec de la glace ou avec des systèmes de refroidissement. Et puis finalement, le dernier point qui est mis en good practice, c'est de se dire, voilà, si vous voulez refroidir, vous pouvez refroidir dans des sous-groupes particuliers, mais il faudra prendre un petit peu de recherche, un peu d'études. Ce qui fait que globalement, sur cette diapositive, on peut retenir, mais encore une fois, c'est sujet à débat, on pourra en discuter juste après. Le refroidissement, finalement, c'est plus probablement ce qu'il faut proposer. Par contre, il ne faut pas que les malades dépassent 37,2, 37,5, et peut-être que les systèmes de refroidissement doivent servir à ça. Alors, c'est vrai que quand les malades sont sédatés, curarisés, souvent ils sont un tout petit peu hypothermes. Donc l'idée, c'est de pas que la température ne monte pas trop. Un autre sujet d'actualité concernant les cristalloïdes. Alors c'est pareil, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est toujours des sujets, non pas qui fassent polémique, mais en tout cas pour lesquels il y a quand même beaucoup de discussions. Se rappeler que la concentration des ions dans le plasma, c'est celle-ci, avec un sodium qui est aux alentours de 142, avec une osmolarité à 295. Donc ça c'est pareil chez tout le monde. Nous, on utilise beaucoup de sérum physiologiques, de Ringer. Alors, certains utilisent de l'isofondine, moins du plasmalide, parce que je crois que ce n'est pas à disposition en France. Et on voit que les concentrations en sel sont complètement différentes. Le sérum physiologique, c'est une natrémie à 154, par rapport à une natrémie qui doit être autour de 140, 142, 145. Et donc, on a une hyperosmolarité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des hypernatrémies en réanimation quand on fait des dilutions au sérum physiologique ou quand on remplit au sérum physiologique. Alors, les auteurs se sont intéressés à ce sujet-là en faisant l'hypothèse, et c'était le cas des 2 premières études du tableau, c'est de se dire finalement peut-être que le sodium qui accompagne le chlore, qui donne de l'acidose, vous voyez les pH qui sont complètement différents, je ne l'ai pas montré en bas de la diapositive, avec des pH très acides, cette acidose hyperchlorémique liée au chlore notamment, ça peut donner des atteintes rénales, des vasoconstrictions des artères, et puis finalement induire de l'insuffisance rénale. Ce qui avait été montré par Younos, c'est de se dire dans une étude avant-après, donc avant je fais comme d'habitude avec le sérum physiologique, et après je restreins au maximum le sérum physiologique, quand on peut, notamment quand on dilue des médicaments, et puis on apportait beaucoup moins, en tout cas en termes de remplissage vasculaire, on diminue l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë. Il y a une autre étude rétrospective, alors c'est pareil, ça a fait beaucoup de bruit, c'était du rétrospectif, et c'est très peu de malades finalement. Et c'est vrai que voilà, on serait en 2022, je pense que ce serait difficilement à publier, mais ça a apporté quelque chose, puis ça a permis de réfléchir sur la manière dont on devait remplir les malades et avec quoi on devait les remplir. Et puis finalement, donc on s'est dit, ces sérums physiologiques, il est peut-être délétère sur la fonction rénale, sur la mortalité. Et puis il y a eu un papier, l'étude SMART, qui a enfoncé un petit peu le clou dans le New England, 15 000 malades, qui montrait que effectivement cette fois-ci on diminuait également avec cet apport en sérum physiologique, en apportant beaucoup moins, on diminuait cette insuffisance rénale aiguë. Alors quand on fait un petit peu de statistiques, un peu de méthodo, quand on a un peu l'habitude des chiffres, on se dit, voilà, ça c'est des statistiques, c'est significatif. On a 15,4 versus 14,3, donc ce qui fait un point de différence. Voilà, sur le plan statistique, c'est significatif, mais sur le plan clinique, ça a zéro intérêt. Voilà, c'est simplement effectivement parce qu'il y a beaucoup plus de malades et la différence est plus facile à montrer une différence quand il y a beaucoup plus de patients. Et puis finalement, l'étude qui suit, qui est parue dans le New England Journal of Medicine d'Evidence en 2022, ne montrait pas de différence sur 35 000 malades. Il y a comme eu des recommandations qui ont été faites par l'ASFAR et CFMU qui sont parues en 2021 et qui disaient chez les patients qui sont atteints de sepsis sévère ou choc septique, il est recommandé d'utiliser de solutés cristalloïdes balancés pour le remplissage vasculaire pour diminuer à la fois la mortalité et les événements indésirables graves, notamment l'insuffisance rénale. Donc vous voyez, avec les études que je vous ai présentées, ce n'est pas évident de chez évident. Et puis finalement, donc ça c'était un grade 2 plus accord fort. Bon. Et puis finalement, il y a une autre étude qui est un petit peu tout écrasée comme font les Australiens,
notamment Simon Finfer, qui est paru dans le New England, donc encore de façon très très récente, 5000 malades qui montrent aucune différence sur le critère mortalité et sur le critère épuration extra-rénale. Voilà, 12,9 versus 12,7. Voilà, donc on peut retenir certainement ou sans doute que les cristalloïdes, les solutions balancées ne font pas mieux. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elles coûtent beaucoup plus cher que le sérum physiologique et le ringère lactate. Et il faut probablement trouver un compromis, notamment en termes de natrémie, d'osmolarité. À se souvenir qu'une molécule de sel, c'est 7 à 8 molécules d'eau. Donc les patients prennent effectivement beaucoup d'œdème quand on leur parle beaucoup de sel. C'est assez logique. Donc on a l'habitude plutôt de mixer ringère et puis sérum film. On peut aussi mixer bien évidemment avec une solution balancée. Mais voilà, par rapport aux recommandations qui avaient été faites l'an passé, vous voyez, ça change rapidement, la science change rapidement, et peut-être qu'il y aura une autre étude qui va apparaître dans les mois à venir qui montrera peut-être l'inverse. Donc voilà, pour l'instant, plutôt à retenir que les solutions balancées, comme c'est dit, probablement pas les utiliser ou les mettre en avant, et puis ça permettra de faire des économies. Alors concernant le décubitus ventral, alors vous l'avez vu, subi, vécu, vous êtes organisé pour en faire, avec des équipes, avec des matelas, on a tout testé entre guillemets, mais quid du DV en dehors du SDRA? Donc là c'est l'étude de Claude Guérin dans le SDRA, l'étude du New England qui est parue maintenant il y a quelques années, et puis dans l'algorithme de prise en charge, c'est tout à fait classique maintenant quand on a un P sur F à moins de 150, de faire du décubitus ventral. On l'a montré également chez les patients Covid. On a des patients répondeurs et non répondeurs, bien évidemment. Mais en tout cas, on tente toujours un petit peu de décubitus ventral. Il y a une idée très innovante qui est parue et pour laquelle nous, on a vu au sein du réseau Crix-Trigger-CEP. C'est Stéphane Herman qui s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire du DV vigile? Et je me souviens, quand il nous a proposé le projet, c'est de se dire, on va pas y arriver avec ces décubitus ventrales, ça va être dans toutes les positions, dans tous les sens. Et puis finalement, on s'est mis à en faire. On a participé au projet, aux études que Stéphane avait mis en route. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a moins besoin de recours à l'intubation. Alors on peut le constater pour certains malades, c'est moins évident pour d'autres malades, mais ce qui est logique, puisque là, le recours à l'intubation, il y a 6% de différence chez les patients quand ils bénéficient de DV, donc c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Bon, il y en a où ça s'arrête rapidement parce qu'ils ne supportent pas, d'autres qui veulent effectivement faire plus de DV. Et on a vu quand même dans les hypoxémies sévères du Covid, chez les malades qui n'étaient pas forcément en défaillance, où ça pouvait être utile. Et puis on peut penser effectivement, y compris dans la vraie vie, que ça puisse avoir une utilité. En tout cas, ça a été montré dans cette étude. Donc l'utilisation du DV, y compris chez les malades non en SDRA, c'est quelque chose de nouveau, de novateur. Et la Covid a permis de montrer qu'on peut innover aussi en faisant ça. Il n'y a pas de différence en termes de mortalité. Et puis dans le futur, donc, il y a d'autres études qui sont en cours avec les décubitus ventrales. Alors je parle de l'étude PROMILE parce qu'on participe, et puis c'est Nicolas Terzi qui participe beaucoup, en tout cas aux actions du CEMIR. Sur le DV chez les patients qui ont plus de 152 P sur F. C'est pour ça que je vous ai mis précédemment DV moins de 152 P sur F. Et donc cette étude-là cherche à évaluer l'intérêt du décubitus ventral pour des patients qui ont un P sur F entre 150 et 300 pour voir effectivement si on peut réduire la mortalité. Alors l'oxygène, c'est aussi un débat, c'est combien il faut de saturation, combien de PO2, en sachant effectivement on a quand même des sensibilités de capteurs qui sont quand même pas forcément très très performants, mais on peut faire des gaz du sang. Alors je mettais juste ce qu'il faut parce que c'est pas simple. Alors demain, il y a Gilles Capelier qui intervient sur l'oxygénation et la décarboxylation. Il apportera peut-être des éléments par rapport à ce que je vais vous dire, peut-être des choses un petit peu différentes. En tout cas, quand on reprend la littérature, on a une étude assez surprenante, mais bon, c'est comme ça, c'est une méta-analyse, 25 essais randomisés, parus dans le Lancet, donc on fait confiance, ou en tout cas on peut probablement faire confiance. Et puis ils ont évalué la PO2, donc avec 2 groupes, on met la FiO2 pour avoir une PO2, une SPO2 comme c'est mis sur la diapositive, avec souvent un petit intervalle de confiance, et puis versus un peu libéral, on fait un peu ce qu'on veut avec des patients qui ont une FiO2 qui n'est pas forcément réglée, avec des PO2 à plus de 100 ou des saturations à plus de 100, comme on peut voir de temps en temps sur les scopes dans les chambres, où voilà, on ne regarde pas forcément pour baisser l'oxygène. Et ce qui était retrouvé dans cette étude, il y a quand même vraiment une différence entre les 2 bras, c'est qu'il y avait un risque relatif à 1,21, donc le risque relatif il s'interprète comme ça. Quand on a 21, ça veut dire qu'il y a 21% de surmortalité, et en l'occurrence dans le bras libéral. Ça veut dire que mettre de l'oxygène
de façon libérale, non contrôlée, sans faire attention à la SPO2, en se disant, bon, ce sera très bien s'il est à 100%. Dans cette méta-analyse, on avait une surmortalité de 21%. Alors je dis les méta-analyses, c'est toujours un petit peu compliqué à interpréter parce qu'il y a de l'hétérogénéité, bien évidemment, et on a un intervalle de confiance entre 1,03 et 43. Ça veut dire que ça va de 3% à 43% de mortalité, mais ça c'est l'effet des grands nombres et des études qui peuvent être un petit peu hétérogènes. Alors j'ai mis l'étude locaux, c'est une étude pour laquelle on a participé, c'est nos collègues Bisontin, Loïc Barrault et puis toute l'équipe de Besançon hein, qui s'est intéressée à ce sujet-là également. Et puis par contre, eux, ils ont montré, alors que l'hypothèse au départ, c'est de se dire, bah oui, quand c'est libéral, on sait qu'il y a des radicaux libres, différentes actions qui peuvent être exercées au niveau de l'organisme, ça augmente la mortalité. Donc ça, c'était l'hypothèse qui avait été faite par l'équipe. Et puis finalement, donc, ils ont dit, ben, il y a libéral, mais il y a aussi une attitude peut-être un peu plus conservatrice, restrictive, avec des niveaux, comme vous voyez, de SPO2 et de PO2 qui sont relativement basses, hein, qu'on n'utilise pas forcément habituellement, mais bon, ça c'était l'objet en tout cas de l'étude. Et puis ce qui est retrouvé, c'est une surmortalité dans le bras basse PO2 ou basse SPO2. Donc quand on regarde à J28, mais surtout à J90, c'est 14% de différence de mortalité entre les deux groupes. Donc c'est très très important. Et on s'est aperçu qu'il y a eu 5 ischémies mésentériques dans le bras où c'était très très bas. Donc, vous voyez, on part d'une hypothèse au départ libérale, radicaux libres sur le plan physiopathologique sur mortalité, ce qui était le cas en tout cas, ce qui avait été démontré. Et puis finalement, le BC aussi, c'est compliqué. C'est pour ça que le titre, juste ce qu'il faut, n'est pas forcément encore clair et défini. D'ailleurs, il n'y a pas eu de consensus sur le niveau d'oxygène qu'il fallait obtenir. Alors, il y a l'étude Hot ICU du England 2021, une littérature très très récente, finalement qui ne retrouve pas grand-chose, mais encore une fois, c'est une grosse étude pour laquelle on regarde, il y a un overlap entre le déniveau d'oxygène, ce qui n'était pas du tout le cas sur ce que je vous ai présenté précédemment, entre la PO2 dans le groupe conservateur et dans le groupe libéral. Donc ça fait qu'effectivement, ceux qui étaient conservateurs, ils avaient un peu de libéral, le libéral, ils avaient un peu de conservateur. Bon, tout ça, ça ne donne pas grand-chose, en tout cas en termes de résultats sur le plan scientifique. En termes de mortalité, il n'y avait pas de différence. Alors moi, j'ai tenté à retenir, hein, j'ai pas d'action de ce côté-là, en se disant peut-être, hein, encore une fois, c'est sujet à débat, et Gilles dira peut-être autre chose demain, c'est probablement qu'il ne faut pas descendre en dessous d'une PO2 de 60 mm de mercure et prendre une SPO2 à moins de 90. Alors vous allez me dire, on fait tous pareil, c'est vrai, on fait tous pareil d'avoir une SPO2 à plus de 92, en sachant qu'il y a quand même une variabilité dans le capteur de SPO2 hein, de quelques pourcents. C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler la PaO2 avec les gaz du sang, pour se dire, bah voilà, ce gap qu'il peut y avoir entre ces deux chiffres, ça permet de corriger un petit peu la FiO2 quand on regarde la SPO2 sur le scope. Voilà, donc ça, c'est moi qui vous dis, hein, il n'y a pas de référentiel, mais au vu de la littérature, au vu de ce que j'ai vu, je me dis que voilà, ça doit correspondre probablement à ce qu'on fait. Alors plus c'est dur, plus c'est facile. Alors c'est pas moi qui le dis bien évidemment. Ce sont les réanimateurs, en tout cas les gens qui vont intuber urgentistes ou anesthésistes réanimateurs. Alors l'idée, c'est de mettre un stylet dans la sonde d'intubation pour rigidifier le tuyau. Alors moi, j'ai toujours fait ça. Les gens ont toujours été étonnés que je fasse ça, mais bon, parce que je suis peut-être pas anesthésiste et j'ai peut-être un peu moins l'habitude d'intuber. Mais c'est toujours plus facile de rigidifier avec des petits stylets. Hein. C'est pas les grandes sondes qu'on peut avoir, hein, pour lesquelles il peut y avoir un risque traumatique au niveau pulmonaire. Et puis finalement, c'est l'équipe de... Alors ça n'avait pas été mis dans les critères d'intubation et d'extubation. C'est les recommandations qui avaient été faites de façon commune et CRLS phare. Et ce stylet, personne n'en parlait. J'ai revu les différentes recommandations, personne n'en parlait. Et c'est Samir Jaber, avec son équipe, qui a eu l'idée, en tout cas, de se dire, bah, peut-être avec l'utilisation d'un stylet, en durcissant la sonde, en l'orientant mieux, ça évite peut-être de s'y reprendre à plusieurs fois. Hein. On voit qu'on peine de temps en temps pour intuber un malade. Et puis c'est vrai que dans le papier, bah, il y a une différence. Hein, c'est paru dans ICM de façon, je crois que c'était en 2021 d'ailleurs. On a quasiment 6% de différence en termes de succès de première intubation, ce qui veut dire qu'effectivement, bah, le stylet, alors c'est un coût, hein, certes, mais peut-être être utilisé pour éviter des intubations difficiles et le recours à d'autres techniques. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et puis merci pour votre attention. Alors, on prend peut-être le temps de quelques questions avant de passer à ouais. l'orateur suivant. Dans la salle, je ne sais pas.
C'est vrai que... Alors, tu nous donnes pour la SPO2 une limite basse à 90, mais on voit aussi que l'hyperoxygénation, c'est pas très bon. Ah oui, oui. C'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre des fois aux soignants qu'un niveau trop élevé de saturation n'est pas forcément bénéfique. Alors, comment Ouais, alors faire? la limite, c'est vrai que nous, on baisse de 5% toutes les 3 heures quand les soignants vont dans les chambres, pour être au-delà de 95-98% pour la limite haute, 98%. Mais quand il y a 100%, c'est vrai qu'on a quand même tendance à baisser. Après, il faut quand même contrôler la PaO2 pour être sûr qu'on ne soit pas trop haut, quoi, ou trop bas. Oui, donc... Pour passer dans les chambres, bah oui, vous faites tous les 2 heures. Ah oui, 3 heures, 100%. Oui, mais de temps en temps, tu as des malades qui restent comme ça pour des raisons X ou Y. Soit parce qu'on ne fait pas attention, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce que... Mais bon, super exposé. Je t'ai pas vu, Hervé. Excuse-moi. Oui, alors sur tout ce qui est nécrose tubulaire aiguë, toutes les études, Akiki, etc., il y a un élément qui est quand même interrogé, c'est est-ce que la dialyse à long terme, les résultats à très long terme, c'est-à-dire qu'avant on disait nécrose tubulaire aiguë, bon, voilà, on n'entend plus parler. Mais il y a plein de papiers qui disent qu'à long terme, tu as un risque d'être dialysé chronique. Ça dépend des séries. Il y a des gens qui disent 30 fois, il y a des gens qui disent 3 fois, etc. Alors, est-ce que la stratégie faite dans ces différentes études permet à évaluer ce point? Alors, on a fait une méta-analyse qui est apparue dans le Lancet, je ne vous ai pas présenté, alors pour effectivement les patients de dialyse chronique, ça représente moins de 5% dans la littérature, y compris les études sur les doses de dialyse, donc ce n'est pas très très important. Ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à avoir une insuffisance rénale, c'est-à-dire qu'ils ne dialysent pas, mais ils ont une fonction qui est comme altérée. Donc ça c'est certain pour l'adaptation des doses et puis pour les conséquences à long terme, là on parle du moyen terme. Et puis on a fait un papier dans Critical Care, on a aussi fait une méta-analyse où on a fait des scores où on montre effectivement ça ne change pas grand-chose entre précoce versus différé, finalement en termes de récupération. Alors, il n'y avait qu'une étude, c'était une étude observationnelle qui a été publiée dans ICEM en 2013, c'est Schneider, qui montrait effectivement, donc il avait regroupé des études que si on dialysait précocement, ça évitait des dialyses à long terme. Puis les essais randomisés ensuite n'ont pas montré cette différence. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut surveiller la fonction rénale après, la réanimation. C'est pas forcément ce qu'on fait, mais il faut confier le malade en consultation en hospice de jour à un néphrologue pour avoir la suite. Parce qu'on ne connaît pas forcément les conséquences à 5-10 ans, ça c'est certain. On évalue à 1 an, mais le reste... les études, ça allait jusqu'à J90 pour le critère de jugement. Puis en général, c'était 6 mois, 1 an. Après, on ne sait plus ce qui se passe entre précoce et différé. Et puis pour l'oxygénation, en neurologie, en tout cas, il y a eu des papiers déjà, au moins de la décennie précédente, qui montraient qu'il ne fallait surtout pas, en matière d'AVC, en tout cas, augmenter la PaO2. Ça, c'est clair, net et précis. Donc c'est vrai que là, ça vient sur toute une population beaucoup plus importante, ça vient le confirmer. Alors, il faut être sur le cerveau. Oui, tout à fait. On a aussi ces malades-là en réa, donc il ne faut pas être trop, c'est certain. Puis de toute façon, c'est très consommateur. Et puis la limite basse, je pense que c'est encore à définir, mais on voit l'étude de Loïc Barrois à Besançon. Ils ont arrêté précocement parce qu'il y avait une surmortalité, 14% de surmortalité quand on baisse l'oxygène. Voilà, c'était un vrai signal d'alerte en tout cas, ou d'alarme, et c'est pour ça que le New England a accepté très rapidement de publier le papier, avec une analyse intermédiaire qui était faite à 200-250 malades, ce qui est assez rare pour une revue aussi importante. Donc c'est pour dire non, il faut se calmer sur plus baisser. Voilà. Donc il y a probablement un range à respecter, pour lequel il faut surveiller, probablement quand même faire des gaz du sang de temps en temps, pour être sûr qu'on n'ait pas une SPO2 qui soit non fiable. Et alors maintenant, pour l'hypothermie en général, alors qu'est-ce qui reste maintenant comme indication pour l'hypothermie? L'hypothermie, je ne sais pas. Est-ce que pour le neurolésé, il en reste? Je ne sais pas, ça c'est pas mon domaine. Je ne sais pas, Pierre, toi, le neurolésé, ça reste toujours une indication. Les HTIC réfractaires, oui, c'est ce qui reste un petit peu dans les consensus.
Voilà, ça c'est une recommandation toute récente, hein, malgré effectivement des études qui montraient plutôt que c'était favorable. Bon, force est de constater qu'il faut prendre pas réchauffer plus. Il y avait encore une dernière question, côté gauche. Oui, merci. Merci pour cette présentation, professeur, qui était exhaustive. Pour ce qui est du décubitus ventral dans le non-SDRA, de manière un petit peu empirique, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on se base notamment sur l'échographie pleuropulmonaire. On a un certain nombre de patients qui sont clairement pas en SDRA, mais plutôt en sevrage respiratoire difficile. Et en leur faisant des échographies pleuropulmonaires, on constate typiquement qu'ils ont 2 blocs de condensation postérieure. Et c'est des gens qui n'ont pas le profil, souvent des P sur F entre 150 et 200, mais on voit qu'on est bloqué de ce côté-là. Et il nous arrive, eux, typiquement, de les retourner un coup pour dégager un pulmonaire et d'avoir une fenêtre d'extubation. Et on a des bons résultats. Alors, ce n'est pas scientifique, je n'ai pas d'article à citer, mais je ne sais pas si vous avez dans d'autres équipes des retours, parce que nous, c'est vrai que de plus en plus, on utilise cette échographie-là, avec ces profils très particuliers de patients, souvent un peu obèses, et avec des gros blocs de condensation à l'échographie. Non, mais on sert, nous, de la littérature, des recommandations, et puis en fait, on a un petit peu bêté méchant. C'est ce que tu dis, on a un seuil de 150. Alors, quand ils ont 149, ça nous angoisse, parce qu'on dit on est obligé de faire du DV. Quand ils ont 153, on se dit tant mieux, on ne fait pas de DV, ce qui est complètement idiot. Mais le problème, c'est que quand il y a des référentiels qui montrent ça, et qu'au Guérin, c'était 150. Donc, effectivement, quand il y a des condensations quand une pneumonie, hein, qu'elle soit unifocale ou bilatérale, il y a sûrement un intérêt. Alors, moi, je t'invite plus à participer à ProMile, à laisser randomiser pour essayer effectivement de démontrer ce que tu dis, ce qui donne un petit peu de poids notamment à ce qu'on fait. Il y a des maths qui vont sûrement répondre, en tout cas en termes de, on voit bien le rapport P sur F, ils répondent. Après, est-ce que ça diminue la mortalité? L'étude de Claude Guérin, c'est la seule qui montrait quelque chose, hein. Je ne vais pas vous montrer toutes celles qui étaient avant qu'on rien montré, ce n'était pas le sujet en tout cas là, mais on voit le bénéfice. Après, en termes de mortalité, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a d'autres critères qui interviennent, mais servir de l'écho en disant ils sont condensés, on va le mettre en DV, sauf que le mettre en DV, c'est comme une action, c'est comme un risque, c'est comme quelque chose, donc on est obligé d'avoir un petit peu de littérature, mais c'est vrai que quand ils ont 155 ou 145, ça ne va pas changer grand-chose, mais j'invite plutôt effectivement à participer aux études d'ailleurs, pour inclure le maximum de patients et pour avoir ensuite un référentiel sur ces indications-là. Ah oui, oui, j'ai vu. Le DV, oui. Ouais. Ouais, je ne l'ai pas montré, c'était Covid ICU, hein, la grosse étude observationnelle qui a été menée par nos collègues parisiens. Stéphane Herman a d'ailleurs signé, effectivement, c'est moins bien toléré quand des P sur F élevés. Mais c'était une étude d'observation, effectivement, c'est paru il n'y a pas longtemps. On va peut-être conclure, Jean-Pierre. Merci beaucoup, hein, en conclusion. Merci pour l'échange. Merci beaucoup.